Donc, il me revient l'honneur de présider cette première table ronde qui est consacrée à la régulation économique des produits de santé. Je ferai une présentation volontairement courte de cette première table ronde. D'abord, eu égard à la qualité de nos intervenants, que je remercie. C'est maintenant d'abord à eux qu'il faut passer la parole. Ensuite, comme l'a dit le vice-président Bruno Lasserre, la ministre de la Santé nous faisant l'honneur de venir ce matin même, nous ferons en sorte que, bien évidemment, elle puisse faire son discours dans les meilleures conditions. Alors, deux remarques s'imposent concernant l'intitulé de cette première table ronde. La première, qui est évidente, me semble-t-il, pour le public averti qui est ici présent, est que ne sont pas visés à travers ce titre les seuls médicaments, mais aussi les dispositifs médicaux qui sont un sujet en soi, car, comme vous le savez, il ne faut surtout pas les confondre, notamment au regard des exigences du droit de l'Union. La seconde, plus substantielle, sans revenir là aussi au propos du président, concerne le terme économique, de régulation économique. La régulation des produits de santé n'est bien évidemment pas une régulation uniquement économique. Il existe une régulation sociale, ou plus exactement sanitaire, des produits de santé, et il faut que les autorités de police sanitaire s'assurent de la plus grande efficacité et disponibilité des médicaments. Mais tout l'intérêt, et c'est l'objet de la table ronde, est de confronter les exigences de cette régulation économique avec les exigences sociales et sanitaires. Pour en parler, nous avons cherché à appréhender différents points de vue. Nous demanderons d'abord à un professeur, grand spécialiste de la matière, Jérôme Peigné, et auteur de multiples recherches et études sur le sujet, de nous faire une présentation générale du cadre dans lequel s'inscrit cette problématique. Ensuite, eu égard au contexte très communautaire, très Union européenne du sujet, tant du côté du droit dérivé que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, nous demanderons au juge français de la Cour, c'est-à-dire Jean-Claude Bonichot, de nous faire une présentation de l'aspect du droit de l'Union. Nous passerons ensuite au niveau national, avec, faut-il le présenter, tant son rôle est grand, au CEPS, Comité économique des produits de santé, et à son président, Maurice-Pierre Planel, avec des questions qui sont liées à ses pouvoirs et ses responsabilités, tant en droit qu'en fait. Enfin, et tout se terminant parfois, ou parfois souvent, par du contentieux, aussi bien du côté du Conseil d'État que parfois aussi du côté de la Cour de cassation, c'est le président Didier Le Prado, avocat au Conseil, et là aussi spécialiste de ces contentieux, qui nous fera une présentation générale des aspects contentieux de la problématique. Et ensuite, nous passerons la parole à la salle avant que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, nous rejoigne. Voilà comment se présente cette première table ronde. Et sans plus tarder, je passe la parole au professeur Jérôme Peigné. Monsieur le professeur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, puisque le timing est serré, on va aller à l'essentiel. La régulation économique des produits de santé. Je vois deux grandes branches du droit qui sont impliquées par cette régulation économique et je vois deux grandes catégories de produits qui sont impliquées par cette régulation économique des produits de santé. Alors, on va parler des médicaments et des dispositifs médicaux, ça vient d'être indiqué. De fait, nous allons essentiellement parler du médicament parce que ça nous prendrait évidemment trop de temps. Beaucoup de choses sont en commun. Il y a néanmoins des spécificités entre la régulation de ce secteur du dispositif médical. J'ajoute que ce secteur vient d'être totalement réformé par deux gros règlements de l'Union européenne qui sont, je crois, d'ailleurs cités dans le dossier que vous avez. Règlement 2017-745 et le 746 pour les dispositifs médicaux diagnostiques in vitro, qui seront applicables pour le premier en 2020 et l'autre en 2022. Mais on va le voir, il faut distinguer deux choses dans cette régulation, les aspects sanitaires, c'est-à-dire ceux qui vont viser la mise sur le marché de ces produits, et la régulation qui va viser, et c'est cette régulation-là qui va nous intéresser, la prise en charge de ces produits. Et le modèle que l'on a, nous, en France, c'est celui du médicament, et en l'occurrence, la régulation des dispositifs médicaux a été calquée en 2000 sur celle du médicament qui, elle, a un fondement qui date de 1999. Je vais essayer de revenir sur ce système, puisque vous aurez remarqué qu'il a tout juste 20 ans. Juste un mot, donc les deux grandes branches du droit, je le disais, de la régulation, c'est clairement le droit de la concurrence. Il y a une intervention cet après-midi sur le sujet, donc je n'en parlerai pas, mais c'est évidemment un droit important. Il se trouve que la Commission européenne vient de rendre son rapport sectoriel sur le secteur du médicament. Il faut le lire, et où il y est dit d'ailleurs, et je pense que le vice-président n'y sera pas insensible, que l'autorité française de la concurrence a eu un rôle pionnier.
Il y est aussi dit que le droit de la concurrence ne peut pas tout, et que si l'activité du droit de la concurrence ne peut pas tout, il faut aller de l'autre côté, de l'autre grande branche du droit qui régule ce secteur et qu'on appelle, nous, en droit français, la police administrative, qu'on n'emploie plus, c'est un terme un peu désuet. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de police, on pense à autre chose, je le reconnais, mais pourtant, c'est bien de la police administrative qu'il s'agit. Et cette police des produits de santé, elle a deux finalités. Une finalité sanitaire, c'est la mise sur le marché. Ça relève à 90%, et ça c'est un point sur lequel le président Bonichot aura évidemment beaucoup à nous dire, c'est un droit qui relève à plus de 90% du droit de l'Union. L'autre volet, c'est la police de la prise en charge, prix, remboursement, et qui à l'inverse relève pour plus de 90% des États membres, c'est-à-dire du droit national. Alors je vais me focaliser sur ce droit-là. Notre système est aussi vieux que celui de la sécurité sociale. Entre les deux grandes ordonnances d'octobre 1945 qui avaient institué la sécurité sociale, celle du 4 et celle du 19, vous en avez une petite qui est passée inaperçue, c'est l'ordonnance du 13 octobre qui avait institué une liste des produits, des médicaments susceptibles d'être utilisés et achetés par les collectivités et les divers services publics. Et c'est à partir de cette liste-là qu'on a réglementé l'accès à ce qui va devenir le marché de l'hôpital. Avec la loi Solinac de 1948, cette liste va être dédoublée en deux, une liste de ville et une liste de l'hôpital, la liste pour les médicaments qu'on appelle aujourd'hui remboursés en ville et la liste pour les médicaments pris en charge à l'hôpital. Voilà deux listes, deux actes de police administrative qui vont vous définir deux marchés à l'origine. Tout ce système va continuer comme ça dans les années 60, même avec la réforme Jeanneney, on consolide tout ça. L'inscription faisait à coup d'arrêté ministériel au regard d'une proposition, le terme est important, d'une proposition d'une commission d'experts. Le système est entièrement réformé en 1980 avec un décret qui va rebaptiser cette commission Commission de la transparence, qui va d'ailleurs surtout nous expliquer qu'il ne s'agit plus d'une proposition mais d'un avis, et on le verra sur le plan juridique, ça a des importances, et surtout qui va définir des critères d'accès sur ces deux listes. Le critère qui est mis en place en 1980, c'est ce que l'on appelle l'amélioration du service médical rendu, le critère de l'ASMR. Et en l'absence d'amélioration du service médical rendu, vous ne pouviez pas accéder à ces listes si vous n'apportiez pas une économie dans le coût du traitement. Deuxième étape importante, 1986-1987. L'ordonnance du 1er décembre 1986 met en place un régime de liberté des prix dans notre pays et elle prévoit quelques cas de dérogation qui vont être introduits dans le secteur de la santé. C'est une loi du 30 juillet 1987 qui va poser le principe de la réglementation des prix des actes et des produits de santé. C'est cette base qu'on retrouve toujours aujourd'hui, elle existe encore dans le Code de la sécurité sociale, c'est le fameux article L162-38 qui permet aujourd'hui de prendre des arrêtés pour réguler ces actes et ces produits remboursables. Alors, depuis, évidemment, les choses ont changé puisque nous avons eu des dispositifs spéciaux qui ont été introduits tant en matière de tarification des actes, et là on renvoie au domaine des conventions conclues avec l'UNCAM, et de l'autre côté, le dispositif spécifique qui a été mis en place pour les produits de santé et le médicament et le dispositif médical. Cette réforme, elle intervient en 1999 pour les produits de santé, enfin plus exactement pour le médicament. Donc 99 est une année fondamentale puisque c'est la loi de financement de la sécurité sociale pour 99 qui va réformer ce système, rénover ce système et qui va mettre en place ce que l'on a appelé la régulation conventionnelle du médicament dans son volet prix, mais qui va aussi, et c'est un décret du 27 octobre 99, qui va réformer l'accès avec un autre et un nouveau critère qui est celui du service médical rendu, le SMR. Donc en 99, pour accéder sur l'une ou l'autre liste, voire les deux, vous devez montrer aux autorités, et c'est évalué par la commission de la transparence, que vous apportez un service médical rendu. En l'absence de service médical rendu, votre produit ne peut pas être inscrit sur la liste et donc il n'est pas remboursable. Le critère du service médical rendu repose sur 5 éléments. L'efficacité rapportée à la sécurité du produit, la gravité de la pathologie, la place dans la stratégie thérapeutique au regard des autres thérapies disponibles, le caractère symptomatique, préventif ou curatif de la maladie, et le 5e critère, l'intérêt de la santé publique. La commission de la transparence évalue l'ensemble de ces critères, et elle le fait en exposant ce qu'on appelle une doctrine qui est rendue publique et que je vous invite à aller lire sur le site de l'HS puisqu'elle l'a publiée très récemment. Alors, qu'est-ce qu'a fait la commission de la transparence pendant 10 ans ? Pendant 10 ans, elle s'est surtout attachée à mettre en valeur la gravité de la pathologie.
En clair, un médicament, il était destiné à une maladie grave, il était pris en charge, inscrit sur la liste hôpital ou sur la liste ville. Mais est intervenu un changement de doctrine, il y a des changements de jurisprudence, il y a des changements de doctrine. Vous avez eu un critère qui est devenu moins important, c'est celui de la gravité. Et pour faire passer en avant un premier critère, que celui de l'efficacité. On prenait en charge de plus en plus un médicament au regard de son efficacité. D'autres appellent ça la performance. Ce n'est pas un terme qu'on a dans le Code de la santé publique pour le médicament, mais il est utilisé par ailleurs, mais disons l'efficacité. Et il y a eu un contentieux très important. Alors, il n'est pas signalé dans le dossier, mais j'aimerais quand même en parler, justement, parce que ça me semble être un des arrêts les plus importants rendus par le Conseil d'État et qui va tout simplement confirmer le changement de doctrine de la Commission de la transparence. C'est l'arrêt Roche du 12 mai 2010. Il s'agissait du refus de rembourser un médicament destiné au traitement du cancer métastasique du pancréas. Et en l'occurrence, la ministre avait suivi l'avis de la transparence, elle avait refusé le remboursement, le laboratoire a attaqué, a fait un recours devant le Conseil d'État, et par son arrêt du 12 mai 2010, le Conseil d'État a validé la position ministérielle. Nous avions donc pour la première fois la validation d'un refus de rembourser un médicament destiné à une maladie très grave qui s'appelle le cancer du pancréas. C'est un changement de doctrine considérable. Vous voyez où est-ce que je veux en venir. La ministre de la Santé actuelle, Agnès Buzyn, a décidé cet été de dérembourser des médicaments, 4 molécules, dans le traitement symptomatique de la maladie d'Alzheimer. Et on peut dire qu'elle l'a fait sur le fondement de cette jurisprudence et de cette doctrine. Vous le savez sans doute, un recours est actuellement pendant devant le Conseil d'État qui vise évidemment à obtenir l'annulation de c'était une radiation ici, de cette radiation de la liste des médicaments remboursables et de la liste hôpital de ces médicaments anti-Alzheimer. On n'en parlera pas. Juste un mot, mais on y reviendra avec évidemment Maître Le Prado. Il faut savoir que le Conseil d'État exerce sur ces actes un contrôle que l'on appelle un contrôle minimum, qui est juste le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. En 20 ans de jurisprudence, je ne crois pas savoir qu'il y ait eu une seule censure d'erreur manifeste d'appréciation sur les évaluations du SMR rendues par la Commission de la transparence. Et en étant précisé que vous ne pouvez pas attaquer directement les avis, là encore, le Conseil d'État a toujours rappelé que les avis n'étaient pas des actes qui font grief, ce sont des actes préparatoires. Je dis ça parce que le dernier arrêt du Conseil d'État rendu en la matière date du 26 décembre dernier, et ils ont encore rejeté le recours déclarant qu'il était irrecevable parce que les avis de la Commission de la transparence sont dépourvus de toute autorité juridique, mais vous pouvez bien entendu contrôler leur bien fondé en attaquant la décision ministérielle qui s'approprie le sens de l'avis et évidemment contrôler. Et les questions de l'égalité externe, alors je pense qu'on y reviendra avec Maître Le Prado, parce que les questions de l'égalité externe sont loin d'être inintéressantes, des questions de motivation, des questions d'impartialité. À la Commission de la transparence, ces questions d'impartialité liées au conflit d'intérêts étaient fondamentales. Mais sur le fond, vous n'attendrez jamais du juge de l'excès de pouvoir qu'il vienne substituer sa propre appréciation à celle de la haute autorité de santé, de sa commission de la transparence, qui évalue le caractère médico-technique d'un médicament. Est-ce qu'il a un service médical rendu important, majeur ou autre? Donc il ne faudra pas attendre du juge qu'il modifie substantiellement les évaluations de la commission de la transparence. Ça, c'est le volet remboursement. Le deuxième volet, c'est le volet prix. Alors, juste pour préciser, en 2004, la loi a transféré au directeur de l'UNCAM le pouvoir de fixer les taux de remboursement. Donc en fait, il y a 3 acteurs, ça correspond à ce qu'a dit le président de Bruxelles, un éclatement des pouvoirs. Hein. On a le ministre qui est inscrit sur la liste, remboursement en ville-hôpital, l'UNCAM qui fixe les taux, mais il s'agit ici d'une compétence liée, puisque le directeur de l'UNCAM ne peut pas fixer autrement de taux autres que ceux qui correspondent au niveau de service médical rendu. Et le troisième acteur, c'est évidemment le Comité économique des produits de santé. Alors, on va y revenir avec le président Planel. Le système, donc, date de 1999. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce système? On a dit régulation conventionnelle, un système à 3 étages. Première étape, la convention de prix. La loi nous dit le prix est fixé par convention entre le laboratoire et le comité. Ça s'appelle une convention, ça a la forme d'une convention, la saveur d'une convention, l'odeur d'une convention, la senteur d'une convention, mais le Conseil d'État vous dit que c'est un acte réglementaire. Alors c'est une petite subtilité juridique, il est difficile de faire passer au-delà du cercle des publicistes. Ça s'appelle convention, mais ça n'est pas une convention. Alors déjà, vous voyez, il faut regarder les petites subtilités du contentieux du prix, puisque le prix, ça sera toujours réglementaire. Et ça veut dire que vous ne demanderez jamais au juge de l'excès de pouvoir de moduler le prix. Il l'annulera ou il n'annulera pas, point final. Deuxième étage, alors c'est peut-être un peu plus compliqué, les conventions que chaque laboratoire conclut avec le CEPS. Je n'en ai jamais vu.
Maurice Perplanel en a vu. Il en voit tous les jours et il va nous en parler. Pourquoi nous ne pouvons pas les voir? Parce qu'il y a dedans des données économiques et industrielles qui sont couvertes par le secret, bien entendu. Et ça, c'est fondamental. En revanche, on sait ce qu'il y a. Le législateur a dit à peu près ce qu'il y avait dans ces conventions. Nous avons les outils de la régulation, qui est la gestion de l'évolution du prix. Alors ça se fait à coup de clauses conventionnelles. Donc il y a bien des clauses conventionnelles d'évolution du prix, mais à la fin, le prix sera toujours réglementaire. Et ces clauses conventionnelles, le Conseil d'État nous le dit, en application des systèmes conventionnels, on peut fixer un prix, mais le prix en lui-même est réglementaire. Et ces clauses conventionnelles, elles sont très importantes. C'est ça, tout l'enjeu de la régulation, c'est la définition de ces outils, de ces instruments de la régulation conventionnelle, c'est savoir si on baisse le prix quand on a atteint un certain volume, savoir si on va maintenir ou baisser le prix quand le médicament va être efficace, qu'on appelle dans le langage les clauses de performance. L'étage conventionnel, j'en indique un mot, est également l'autre volet de la régulation, porte sur des remises. À côté du prix, vous avez tout un champ de la négociation conventionnelle qui permet de faire des remises négociées avec le CEPS. Alors, à ma connaissance, il y a un arrêt en 20 ans sur le contentieux des remises, un arrêt de 2008, le maître Prado le confirmera peut-être, un arrêt de 2008, et qui nous confirme bien le caractère conventionnel des remises conclues entre chaque laboratoire et le CEPS. Et on le voit tout de suite quand on lit l'arrêt, on est devant le juge du contrat, le juge de plein contentieux, et en l'occurrence ici, le juge peut moduler la remise. Dernier étage, tout ce système est encadré par un accord cadre. Alors ça, c'est quelque chose d'assez compliqué à expliquer, parce que l'accord cadre, vous lisez la loi, on vous dit les conventions sont précisées par un accord, et c'est tout. Et à mon avis, c'est très insuffisant, et ça risque un jour de produire quelques dégâts. Il y en a eu. Il y a 2-3 arrêts du Conseil d'État sur les accords cadres. Ils sont assez intéressants. Il est clair qu'on manque de précision législative, c'est-à-dire le menu des conventions de l'accord cadre méritait d'être mieux précisé, comme on l'a par exemple dans le domaine des conventions médicales. Vous lisez le Code de la sécurité sociale, on a maintenant 2 pages, on vous dit les partenaires conventionnels définissent telle et telle et telle chose. Là, on n'a pas grand-chose. Et c'est toute la difficulté que l'on a de loger l'accord cadre au regard de toutes les dispositions législatives et réglementaires, et je peux vous dire qu'elles sont nombreuses dans le Code de la sécurité sociale. Donc la place des partenaires conventionnels à isoler, à mettre en place dans notre système réglementaire, et c'est évidemment tout un travail d'orfèvre que de négocier cet accord cadre. Donc je vous le disais, il y a eu 2 arrêts qui ont été rendus, un en 2001, dès le départ. Alors, quand on lisait les conclusions de la commissaire de gouvernement à l'époque, on avait l'impression qu'ils appliquaient la théorie des directives, ce qu'on appelle aujourd'hui les lignes directrices. C'était un petit peu cet esprit-là qui était utilisé. Et puis, on a eu surtout un arrêt en 2007, Actelion, qui a clairement dit que l'accord cadre ne pouvait pas déterminer des procédures de réglementation de prix et d'opposition, parce que ça n'était pas prévu par la loi. Voilà notre système tel qu'il est actuellement. Et c'est ce qu'on appelle la régulation conventionnelle. Alors je terminerai par des petites évolutions qui me semblent perceptibles. On avait ces 2 marchés, la ville et l'hôpital. En fait, il y avait une séparation dans l'espace, la ville, l'hôpital. On pouvait être et en ville et en hôpital. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En 87, je vous ai dit, on a libéralisé les prix. Mais on l'a réglementé. Mais quand on l'a réglementé, on ne l'a réglementé qu'en ville. Le prix à l'hôpital est devenu libre. Évidemment, il y a eu tout un biais qui s'est opéré, c'est-à-dire que les industriels ont compris quel intérêt ils avaient à commencer à commercialiser leurs produits à l'hôpital, puisque le prix était libre, pour ensuite aller en ville. Donc d'une séparation dans l'espace, ville-hôpital, on est maintenant dans une séparation dans le temps. L'hôpital est l'antichambre de la commercialisation, avec un prix libre, et il s'est passé beaucoup de choses évidemment à l'hôpital ces dernières années, puisqu'il a fallu déjà, quand la T2A est arrivée, mettre en place un système pour pouvoir rémunérer des produits qui ne pouvaient pas être rémunérés dans les tarifs affectés au groupe homogène de séjour, de la T2A. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une liste des médicaments qui pouvaient être financés directement, ce qu'on appelle la liste en sus. Et évidemment, pendant 5 ans, on a inscrit les produits sur la liste en sus, et un jour, il a fallu gérer la liste en sus, il a fallu les sortir, et c'est là que le contentieux est arrivé, avec des histoires de motivation qui impliquaient la seule directive qu'on a eue dans l'Union européenne, et le président Bonichot nous en parlera seulement, parce qu'il y a quand même une petite directive au remboursement prix, ce qu'on appelle la directive de transparence qui date de 88, et qui est évidemment très utilisée par les laboratoires, et notamment ces questions de motivation. N'oubliez pas que la question du remboursement, l'inscription sur la liste, tout ça c'est de l'acte réglementaire. En droit français, en principe, on ne motive pas un acte réglementaire, sauf que là, il faut le motiver parce que la directive nous dit de le motiver. Et il y a eu tout un contentieux sur ce sujet ces dernières années.
Donc, gérer la liste en sus. Et puis, il faut le savoir, les pouvoirs publics ont, depuis plusieurs années, mis en place des systèmes d'accès précoce au traitement. Alors, c'est ce qu'on appelle le dispositif de l'ATU, qui a été mis en place en 92-94, qui permet, en dérogation à l'AMM, de prendre en charge des produits. Quel est le problème? Et il va rejoindre un peu le début de ma présentation. Je vous disais, vous avez la police de la mise sur le marché, la police de la prise en charge. L'ATU, c'est une dérogation à l'AMM. On le verra sans doute avec le président Bonichot. Évidemment, la Cour de justice a eu à nous dire comment ça devait fonctionner. Est-ce que c'était possible de déroger à l'AMM? C'est prévu dans la directive du médicament. Il y a un article 5 qui vous dit, mais elle a posé des conditions pour pouvoir déroger à l'AMM. Donc l'ATU, elle est validée sur le plan juridique. Il n'empêche que quand vous êtes hors AMM, vous retrouvez la compétence des États membres, c'est-à-dire que l'État fait ce qu'il veut. Donc s'il a envie de prendre en charge à 100% financé en sus des tarifs les médicaments couverts d'ATU, il le fait, et c'est ce qui s'est passé pour toutes les grandes innovations thérapeutiques de ces dernières années. Ils ont été pris en charge à 100%, en dehors, avant la mise sur le marché, donc on est bien dans un accès précoce, et on est allé le plus loin possible avec la dernière loi de financement de la sécurité sociale, celle pour 2019, qui vient même d'étendre la possibilité de prendre en charge des indications qui n'étaient pas couvertes par l'ATU. Donc on va toujours plus loin dans la dérogation à la prise en charge, et qui évidemment impose après des difficultés pour négocier le prix, et ça c'est ce dont le président Planel nous parlera tout à l'heure. Je terminerai juste par un petit propos sémantique. Je crois qu'il y aurait beaucoup de nettoyage sémantique à faire. Vous entendrez parler, on l'a tous dit, médicaments innovants, ou thérapie innovante, c'est le mot qui revient. Vous ne le trouverez jamais dans les textes. Jamais, sauf dans l'accord cadre, il y est, mais jamais, mais il n'est jamais dans les textes, ni du Code de la santé publique. Si, on parle de médicaments de thérapie innovante, qui est en fait une mauvaise traduction de l'anglais advanced, hein, en plus. Mais jamais on parle d'innovation dans le Code de la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'on parle? On parle d'amélioration. La valorisation d'un médicament, d'un produit, sur le plan du prix, doit prendre en charge une amélioration, mais pas innovant. Innovant n'est pas nécessairement améliorant. Et c'est notre système qui a mis en place ces critères. Ce système, il est critiqué. J'observe qu'on arrive encore à soigner correctement des pathologies graves en France avec des produits en accès précoce. Et la France se caractérise, elle a inventé les ATU, nous avons été copiés. Nous avons un système qui permet un accès précoce. Ça se passe ni moins bien ni mieux que dans les grands autres pays européens. Peut-être que le président Planel nous en dira, mais je pense qu'on peut s'enorgueillir d'avoir un système de santé qui permet aujourd'hui d'accéder à des produits dits innovants, mais surtout améliorants, et à des conditions qui restent encore acceptables. Il faut évidemment que ce système soit soutenable. Vous avez tous entendu parler de deux choses aujourd'hui qui posent un problème et qui est tout aussi économique que juridique. Les prix qui sont pratiqués, évidemment, aujourd'hui atteignent des sommets. Et deuxièmement, dans une économie comme celle du médicament, nous observons de plus en plus de quoi? De pénurie. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé. Pénurie de médicaments, prix élevé, c'est quand même une économie qui mérite d'être régulée. Ça va de soi. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le professeur, pour cette présentation à la fois historique et qui débouche sur les problématiques actuelles. Et tout l'intérêt de votre présentation, c'est justement d'interpeller les intervenants suivants, c'est-à-dire à la fois sur le droit de l'Union européenne, le CEPS, et ensuite on verra pour le contentieux. Donc je vais passer sans tarder la parole au juge Jean-Claude Bonichot, qui intervient bien sûr en tant que juge de la CJUE, mais qui n'a pas oublié qu'il a été en son temps un moment éminent de la première chambre, et donc qui a eu à cette occasion aussi à traiter les aspects, disons, nationaux du contentieux. Monsieur le juge. Merci, Monsieur le Président. Dans tout ce qu'a dit le professeur Peigné à l'instant, m'a fait une cure de jouvence et m'a ramené au temps où j'étais commissaire du gouvernement à la première sous-section. Alors, je vais essayer de respecter le temps qui m'a été imparti, de 15 minutes, je crois, ou un peu moins. Comme me l'a demandé le président Jean-Denis Combrexel, de vous faire apparaître l'approche du droit de l'Union européenne et de la Cour en matière de régulation de la santé. Alors, je vais aborder 3 points que je vais essayer de traiter chacun en 4-5 minutes.
Le premier, c'est quelle est la compétence de l'Union européenne dans ce domaine, et ça a été abordé à l'instant. En deuxième lieu, comment est-ce que, et c'est ce que je pense vraiment, la jurisprudence de la Cour de justice permet de conforter les mécanismes nationaux de régulation dans le domaine de la santé, notamment des produits de santé, mais pas seulement. Et puis ensuite, je terminerai par un exemple concernant les médicaments pour vous montrer la diversité des approches possibles de la matière. Je vais revenir dans un instant là-dessus, ça rendra les choses un peu plus concrètes. Alors d'abord, du point de vue des compétences. Dans les domaines de la santé et de la sécurité sociale, qui sont étroitement liés, la compétence de l'Union européenne est strictement encadrée. Dans le domaine de la santé, vous savez qu'il y a 3 catégories de compétences de l'Union, exclusives, partagées et les compétences qu'on appelle d'appui, qui sont les compétences les moins étendues de l'Union. Et la santé fait partie, en principe, de la 3e catégorie, c'est-à-dire des compétences d'appui. Et on a, dans l'ensemble du traité sur le fonctionnement de l'Union, une seule disposition relative à la santé, consacrée à la santé, c'est l'article 168 du traité. C'est tout. Et cette disposition se situe donc dans la ligne de la compétence partagée et prévoit, dans la ligne de la compétence d'appui, et prévoit, à titre d'exception, qu'il y a une compétence partagée de l'Union et des États membres dans un certain nombre de domaines. Alors ça veut dire quoi, compétence partagée? Ça veut dire que tant que l'Union n'est pas intervenue, les États restent compétents, et qu'au fur et à mesure que l'Union décide d'intervenir, c'est-à-dire que les États membres décident d'intervenir, il y a une espèce de préemption de la compétence, et au fur et à mesure, ça réduit et ça se substitue à la compétence des États membres. Alors, là, les dérogations sont très importantes, puisque ça concerne tout ce qui touche aux organes et aux substances d'origine humaine, et en particulier au sang à ses dérivés. Ça concerne le domaine vétérinaire et phytosanitaire. Ça concerne les médicaments et les dispositifs médicaux, ce qui explique que bien que la compétence de l'Union, de principe, soit seulement une compétence d'appui, on est, dans le domaine des médicaments, comme l'a dit le professeur Peigné à l'instant, une situation dans laquelle pratiquement 100% de la réglementation sur les médicaments est une réglementation d'origine communautaire, ou législation communautaire. Et puis, il y a une compétence partagée dans le domaine de la lutte contre les grands fléaux sociaux, et puis aussi pour lutter contre l'abus du tabac et de l'alcool. Alors, ça explique que, malgré tout, on ait, dans la législation de l'Union européenne, des domaines tout à fait importants qui soient réglementés au niveau communautaire. Alors maintenant, la sécurité sociale. Il y a 2 aspects. C'est un des aspects de la politique sociale de l'Union européenne, et l'article 153 du traité dit que, dans ce domaine, l'Union soutient et complète l'action des États membres. Et quand on regarde le texte des traités, on voit que les auteurs des traités ont fait preuve d'une prudence de sioux dans le domaine de la sécurité sociale, puisqu'on ne peut prendre que des directives. Ces directives doivent être prises à l'unanimité. Et la disposition prévoit, c'est un mécanisme qui existe à différents endroits du traité, que le Conseil peut à l'unanimité décider qu'on ne décidera pas à l'unanimité, mais on a accepté de ce mécanisme la sécurité sociale, pour vous montrer la prudence dont les États ont voulu faire preuve dans le domaine de la sécurité sociale. Puis alors on trouve, à l'article 153 du traité, une formule tout à fait importante qu'on retrouve très souvent dans les arrêts de la Cour, qui est que le droit de l'Union européenne ne porte pas atteinte au pouvoir des États de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale, et que toute mesure prise dans le domaine de l'Union ne doit pas, et la formule est amusante presque, affecter sensiblement l'équilibre financier des systèmes de sécurité sociale. Donc tout ça manifeste une très grande prudence. Alors il y a un autre aspect qui est lié à la libre circulation des travailleurs. Pour assurer la liberté de circulation des travailleurs, les traités prévoient depuis l'origine, et aujourd'hui c'est l'article 48, qu'on peut prendre les mesures dans le domaine de la sécurité sociale destinées à faciliter la liberté de circulation des travailleurs. Et ça, c'est l'origine du fameux règlement
sur la sécurité sociale 1408-71, sur lequel beaucoup d'entre nous ont souffert, et l'origine également de son successeur, le 883-2004, sur lequel on continue tous à souffrir également. Alors, tout ça donc n'a pas empêché, comme je vous le disais, de prendre une législation dans des domaines tout à fait importants. Mais au-delà de ça, le droit de l'Union européenne a eu un impact sur les mécanismes nationaux de régulation dans le domaine de la santé. Alors cet impact, il est double. D'abord, il y a l'impact des libertés fondamentales. Et puis, d'autre part, il y a on constate ce fait que les mécanismes de régulation dans ce domaine sont touchés de différentes façons, par différents angles d'attaque. Alors, par exemple, nous avons très souvent à statuer sur les questions de brevets dans le domaine des produits de santé ou des médicaments. On a très souvent à statuer dans le domaine des marques. On a très souvent à statuer dans le domaine de la concurrence. On a très souvent à statuer dans le domaine du principe de précaution. Et tous ces différents angles d'attaque sont autant d'incidences sur les mécanismes nationaux qui existent dans ce domaine, et je vous en donnerai tout à l'heure un exemple. Alors, les libertés fondamentales, elles affectent la régulation à la fois des professions de santé et l'accès aux soins et aux médicaments. Mais ce qui est tout à fait frappant, c'est que dans l'un ou l'autre domaine, la jurisprudence de la Cour ne remet pas en cause les encadrements nationaux et elle cherche à assurer un équilibre entre les impératifs de la régulation par les États membres dans ce domaine et puis le jeu des libertés fondamentales qu'il faut bien respecter. D'abord, un mot de l'accès aux professions. On sait que pour satisfaire aux exigences des libertés de circulation, liberté d'établissement, liberté de prestation de services, liberté de circulation des travailleurs, toute restriction à ces libertés doit être non discriminatoire et doit être justifiée. Dans ce cadre, la Cour a validé, il y a déjà longtemps, la notion même, prenons le terme français, de carte sanitaire, c'est-à-dire de planification dans le domaine de la santé, d'organisation de l'offre de soins sur le territoire national. Alors, on en a plusieurs exemples. Je vous en donne un. C'est un arrêt que vous avez cité d'ailleurs dans la documentation qui vous a été donnée. C'est l'arrêt Hartlauer de 2009 à propos de la législation autrichienne qui soumettait à autorisation la création de nouveaux organismes de soins, et en particulier, là, il s'agissait d'un dentiste qui voulait s'installer, de dentiste allemand qui voulait créer un cabinet en Autriche et à qui on avait refusé l'autorisation au motif que la planification ne prévoyait pas d'implantation là où il voulait s'installer. Donc, l'idée même de planification est admise au titre des raisons impérieuses d'intérêt général par la Cour de justice. Autre exemple, la Cour a rendu plusieurs arrêts à propos des règles d'implantation des pharmacies. Plusieurs arrêts, notamment à propos de l'Espagne, qui a une législation très comparable à la législation française, avec des règles d'implantation en fonction des besoins de la population, des règles de distance d'une pharmacie par rapport à l'autre. Donc l'organisation de l'offre pharmaceutique sur le territoire, ça a été parfaitement validé dans différents arrêts. Il y a en particulier un arrêt Blanco-Pérez de 2010. Autre exemple dans le domaine, cette fois, non pas de l'accès ou de l'implantation d'activités médicales, mais d'accès aux soins. Alors, toute une série d'arrêts qui sont bien connus, les arrêts Cole, Smith & Pierbaum, qui est d'ailleurs dans la documentation, Watts, ont défini
les conditions dans lesquelles des patients peuvent bénéficier de la liberté de prestation de services et en particulier aller se faire soigner à l'étranger. Alors vous allez me dire, aller se faire soigner où on veut, ça c'est toujours possible, à condition qu'on le paye. Le problème, et on retombe sur ce que disait le professeur Peigné tout à l'heure, c'est que la santé sans sécurité sociale, ça ne marche pas pour tout le monde. Donc, la question est de savoir si on peut se faire soigner ailleurs que chez soi et bénéficier d'un remboursement. Et la Cour a admis que la recherche de l'équilibre financier de la sécurité sociale, la recherche de la qualité des soins et aussi tous les instruments qui permettent de maintenir un service de santé et un service sanitaire sur le territoire national sont autant de raisons qui peuvent justifier certaines restrictions à la liberté de prestation de services, ce qu'on appelle la liberté passive, c'est-à-dire le fait d'aller chercher un service à l'étranger, d'aller se faire soigner à l'étranger. En particulier, ça permet de soumettre les soins à l'étranger à une autorisation dans certaines conditions. Alors là, la Cour a eu l'occasion de faire une application tout à fait topique de ce que je viens de vous dire à propos de l'utilisation d'équipements matériels lourds. On a toute une jurisprudence chez nous des années 80 sur l'implantation des équipements matériels lourds comme les scanners, les IRM et ainsi de suite. Et il a été jugé, c'est un arrêt commission contre France d'ailleurs de 2010, qu'on peut parfaitement soumettre à autorisation l'utilisation d'un équipement situé sur le territoire d'un autre État membre aux fins du remboursement afin de donner la priorité à l'utilisation des équipements nationaux pour des besoins, il n'y a pas besoin d'insister, d'amortissement et de clientèle suffisante. Alors tout ça montre que les mécanismes classiques d'organisation et de régulation en matière de santé sont pris en compte et ne sont pas mis en cause, en tout cas, par les libertés fondamentales du marché commun. Alors sur ce point, comme il faut ne pas prendre trop de temps, je vais de manière assez immodeste vous renvoyer à 2 études que j'avais faites. La première sur la planification, l'idée de planification dans le droit de l'Union européenne, dans laquelle j'étudie justement la planification dans le domaine sanitaire et qui a été faite dans les mélanges offerts au regretté professeur Fatome. Et puis une autre étude que j'avais faite dans la Gazette du Palais Santé, à la suite d'un colloque d'ailleurs à l'Université Paris-Descartes de 2009, dont les principes restent très, très largement applicables aujourd'hui et qui étudie dans le détail tout ce que je viens de vous dire. Mais comme je vous disais, les libertés fondamentales ne sont pas les seuls enjeux et je voudrais, ça aurait fait plaisir au président Lasserre, donner un dernier exemple qui montre que le même problème peut être vu de manière différente et j'en ai pour 2 minutes. Tous ceux qui sont ici connaissent certainement les problèmes de l'Avastin et du Lucentis. L'Avastin est un médicament contre le cancer, médicament oncologique, et le Lucentis est un médicament destiné à soigner en ophtalmologie les dégénérescences maculaires, la DMLA, tout à fait. Alors, le premier médicament est distribué en Italie par Roche et l'autre médicament est distribué en Italie par Novartis, mais les 2 médicaments ont été développés par la même société aux États-Unis qui a donné des licences à ces 2 sociétés, Roche étant en particulier, par ailleurs, je dis en passant, la société mère du développeur aux États-Unis. Alors, l'autorité de concurrence italienne, l'Autorità Garante della Concorrenza, sanctionne d'une amende de 90 millions d'euros chacune de ces sociétés. Pourquoi ? Parce que la législation italienne a prévu, afin de faire des économies, qu'on pourrait, dans certaines conditions, utiliser un médicament hors AMM, ce qui est tout à fait possible. On a une indication pour le médicament, mais s'il peut servir à autre chose, à partir du moment où il y a une AMM, rien n'interdit de l'utiliser pour un autre traitement sur prescription médicale. Bien. Donc, elle autorise ça. Pourquoi ? Parce que le Lucentis est à peu près 10 fois plus cher que l'Avastin, et l'Avastin, il paraît que ça marche très bien aussi pour traiter la DMLA.
À ce moment-là, Roche et Novartis, qui sont ennuyés, commencent à s'interroger et se disent « mais c'est pas si simple que ça ». L'Avastin, quand on l'utilise pour l'ophtalmologie, en réalité, c'est pas absolument sûr, c'est même dangereux, ça peut avoir des effets secondaires, on ne sait pas trop, et il diffuse un certain nombre d'informations négatives vis-à-vis de ce médicament dans le public, et puis aussi ils saisissent l'Agence européenne du médicament. Et l'autorité de la concurrence italienne dit « mais là, tout ça ne tient pas la route, vous êtes en train de vous entendre pour limiter l'utilisation de l'Avastin et faire remonter l'utilisation du Lucentis. » Et donc l'autorité sanctionne les deux sociétés. Cela s'est attaqué, ça va devant le Conseil d'État italien, et le Conseil d'État italien pose différentes questions à la Cour de justice en disant, mais en matière de concurrence, comment ça marche? Est-ce que ces médicaments peuvent être considérés comme faisant partie d'un même marché, ce qu'on appelle le marché pertinent en matière de concurrence? Et puis, est-ce qu'on peut considérer comme une entente, une pratique anticoncurrentielle par objet, comme l'a fait l'autorité italienne de la concurrence, ce qui s'est passé, c'est-à-dire ces informations diffusées en vue d'eux et ainsi de suite. Et alors, je vous dis simplement l'essentiel, la Cour de justice a considéré que des médicaments comme cela devaient être considérés dans leur contexte que je viens de vous dire, comme des médicaments substituables, donc c'est le marché pertinent à prendre en considération, et il appartient à l'autorité de la concurrence italienne de voir si effectivement les informations en cause ont été diffusées afin de limiter l'utilisation du premier médicament, et si c'est le cas, c'est une atteinte à la concurrence par objet. Alors le même problème vu autrement. Dans une législation postérieure, l'Italie élargit la possibilité de se servir d'un médicament hors AMM, et l'Agence italienne du médicament inscrit l'Avastin sur la liste des médicaments remboursables dans tous les cas, en disant simplement il faut prendre des précautions, il faut que ce soit reconditionné dans les pharmacies hospitalières, il faut que ce soit utilisé en milieu hospitalier, il faut que ça fasse l'objet d'une prescription. Alors, est-ce qu'on peut inscrire sur la liste des médicaments remboursables dans ces conditions l'utilisation systématique hors AMM d'un médicament? Recours contre la décision de l'autorité italienne du médicament devant les juridictions administratives italiennes. Ça vient de nouveau au Conseil d'État italien, qui est, soit dit en passant, un client assidu de la Cour de justice. Et la Cour rappelle ce qu'on disait au début, que les États ont la liberté d'aménager leur régime de sécurité sociale comme ils l'entendent, d'assurer l'équilibre, que rien n'interdit dans la réglementation communautaire, la législation communautaire, d'utiliser hors AMM un médicament dans ces conditions. Et voilà la réponse qu'elle donne au Conseil d'État italien. Donc vous voyez que je voulais vous donner cet exemple parce que ça a donné lieu à deux arrêts, le premier du 23 janvier 2018, le deuxième du 21 novembre 2018, qui prennent exactement le même problème, la même question, c'est le même sujet, mais sous deux angles tout à fait différents. Et bien sûr, je pourrais vous donner d'autres exemples, on le fera peut-être plus tard, dans le domaine des marques, dans le domaine de brevets. On parlait tout à l'heure des brevets. La Cour est saisie de beaucoup de litiges en matière de certificats complémentaires de protection, c'est-à-dire ces mécanismes qui sont destinés à prolonger l'effet du brevet pour tenir compte de la durée des procédures d'autorisation de mise sur le marché. Voilà, Monsieur le Président, je crois avoir peut-être un peu, mais pas trop dépassé, et je m'arrête là. Merci beaucoup de nous avoir montré toute la subtilité et la diversité, disons, des approches de l'Union européenne qui, effectivement, font passer à la fois le droit des marques, le droit de la concurrence, les droits des grandes libertés. Alors, je pense que ce qui a été dit est passionnant. Je pense que la salle voudrait sans doute poser des questions. Ce que je vous propose quand même, c'est qu'on fasse peut-être d'un seul trait, en quelque sorte, les quatre interventions et qu'ensuite, on puisse bien sûr avoir des questions. Alors, le juge Bonichot parlait du Avastin, donc d'une certaine façon, la transition est directement faite de ce qui relève du droit de l'Union au droit national. Et
S'agissant du droit national, on va aller du côté peut-être d'un des cœurs du réacteur, Monsieur le Président, avec le CEPS. Je vais néanmoins résister à la tentation de vous parler de la Bastin depuis 2012, pour me concentrer sur le CEPS. Voilà. Donc, le sujet, effectivement, ce matin, c'est la régulation économique du médicament. Je rappelle, le Président l'a fait en introduction, que cette régulation économique du médicament, elle s'inscrit dans une logique plus large qui est de garantir l'accès des patients aux produits et, par ailleurs, dans une régulation budgétaire qui est la maîtrise des finances sociales et, aujourd'hui, la maîtrise des finances publiques. Donc, le CEPS, il intervient dans ce contexte-là, dans un contexte qui est surplombé par la loi de financement de la sécurité sociale, qui lui fixe annuellement des objectifs d'économie que vous retrouvez dans les annexes de la loi, et qui est également surplombé par d'autres mécanismes de régulation économique qui ne sont pas l'objet de mon intervention, mais il existe un mécanisme de régulation ex post, alors qui, qui s'appelle M maintenant, après c'est appelé L et c'est appelé K, et qui est un mécanisme qui permet au pouvoir public, en fonction du seuil de progression fixé, de récupérer une partie du chiffre d'affaires réalisé par les laboratoires pharmaceutiques au-delà de ce chiffre d'affaires. Je vous rappelle que sur la période 2015-2017, ce taux de progression était fixé à 0 et que pour les 3 années qui viennent, ce taux de progression est fixé à 0,5. Il y a par ailleurs, pour encadrer l'activité du CEPS, des lettres d'orientation ministérielle qui sont adressées au président. Et donc, cette activité du CEPS, cette activité de régulation du CEPS, elle prend sa place dans ce cadre plus large. Avant de rentrer dans les détails, le professeur Peigné l'a souligné, il y a effectivement des évolutions législatives, je vais dire fréquentes, régulières, et notamment au cours des 3-4 dernières années, les dispositions relatives à la fixation et à la révision des prix ont été considérablement enrichies, à la fois pour enrichir les critères sur lesquels le CEPS pouvait appuyer son travail, ou pour trouver des solutions à des situations qui n'avaient pas été gérées auparavant. Le professeur Peigné a donné l'exemple des ATU et de la règle de délivrance des ATU. On pourrait également donner l'exemple de la création d'un tarif forfaitaire pour les produits hospitaliers qui vient répondre à des problèmes de concurrence auxquels j'essaierai de développer si le temps qui m'est imparti me suffit. Alors, le CEPS. Alors, je vais déjà essayer de vous dire ce que n'est pas le CEPS, ce qui est un exercice qui peut paraître un peu convenu, mais pas totalement inutile. Donc, le CEPS n'est pas une instance d'expertise sanitaire. Le CEPS n'a pas de rôle de police sanitaire, ce n'est pas l'Agence nationale du médicament, donc il n'a pas à se prononcer sur la sécurité des produits. Le CEPS n'est pas chargé de l'évaluation des produits. Cette évaluation médico-technique ou médico-économique est de la compétence de la Haute Autorité de Santé. Par ailleurs, le CEPS n'est pas chargé du remboursement. C'est la compétence de l'UNCAM, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et enfin, le CEPS n'est pas un acheteur, dans le double sens qu'il n'achète pas lui-même. C'est une compétence qui a trait, par exemple, aux établissements de santé ou à leur groupement d'achat, mais également dans le sens où il n'a pas le droit de refuser de négocier le prix d'un produit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un produit arrive devant le CEPS et que les pouvoirs publics n'ont pas pris la décision de ne pas l'inscrire au remboursement, la négociation tarifaire a lieu. Et si ce produit est le 23e comparateur de la classe thérapeutique, nous négocierons le prix du 23e comparateur thérapeutique de la classe. Autre originalité du comité, ça doit être la seule autorité de régulation, si vous me permettez de me classer dans cette catégorie-là, qui n'a pas de personnalité juridique. Le comité est en fait un comité interministériel placé auprès de 3 ministres de tutelle, qui sont les ministres de la Santé, le ministre de la Sécurité sociale et le ministre de l'Économie et des Finances. Donc c'est un exercice assez intéressant et qui permet de répondre à la pluralité d'objectifs que le président Lasserre fixait aux organismes de régulation. L'objet de la création du comité au début des années 90 était un souci de transparence et d'impartialité, et l'idée était bien d'éloigner la fixation du prix des cabinets ministériels. C'est assez, je le souligne parce que dans le procès en opacité qui est parfois fait au CEPS, il est parfois utile de rappeler qu'à l'origine, c'était justement pour mettre fin à l'opacité de la fixation du prix qu'on a créé le CEPS. Donc,
un comité composé de 10 sièges. Je dis 10 sièges parce que ce ne sont pas des personnalités qui siègent au CEPS en dehors du président et des vice-présidents, mais ce sont bien des organismes qui sont représentés, des directions d'administration centrale, la direction de la sécurité sociale, la direction générale de la santé, la direction générale des entreprises et la direction générale de la concurrence, des organismes de l'assurance maladie obligatoire. Donc aujourd'hui, on considère que c'est l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui représente l'assurance maladie obligatoire au CEPS, mais historiquement, la répartition se faisait entre le régime général, le RSI et la MSA. Et enfin, depuis maintenant 10 ans, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie complémentaire, donc l'UNOCAM, qui siège. Voilà. Et donc, ce sont 10 voix, et donc cette composition, ce nombre pair, permet au président d'avoir une voix prépondérante en cas d'égalité lors des votes qui peuvent accompagner nos délibérations. Donc, le métier principal de cette structure, c'est de fixer les prix. Alors, on pourrait faire déjà une première remarque, c'est que dans le débat, le professeur Peigné l'a rappelé à la fin de son intervention, qui a pu agiter notre société en 2014 ou en 2016 avec l'arrivée des nouveaux traitements sur l'hépatite C et des nouveaux traitements d'oncologie. On ne juge pas nécessaire en France de discuter du principe de la fixation d'un prix administré du médicament. Or, c'est une question qui pourrait être légitime. Nous avons un certain nombre de pays voisins qui ne fixent pas de prix administré et qui ont une autre pratique de la régulation du prix des médicaments. Je ne parle même pas des États-Unis. Voilà. Donc, le débat ne se fait donc pas sur la pertinence ou non du prix administré. Le débat se fait sur la pertinence des critères qui servent à fixer le prix et sur l'efficacité du système. Je vais me permettre cette petite remarque. Professeur Peigné, il faisait un écho qui est très partagé du fait du prix excessif des médicaments. C'est l'adjectif qui est traditionnellement utilisé. Je ne me prononcerai pas sur le caractère excessif du prix de ces médicaments, même si j'ai un avis personnel assez tranché sur le sujet. Je ferai simplement remarquer que si on se place dans une terme de régulation macroéconomique du secteur, la dépense de médicaments en France, je parle de médicaments remboursés, tarifiés par le CEPS, donc les médicaments que vous trouvez en officine et les médicaments de la liste en sus, est inférieure à la dépense remboursée de 2011, qui aujourd'hui constitue toujours le pic de dépenses que nous avons constaté. C'est-à-dire que malgré l'hépatite C et malgré les nouveaux traitements anticancéreux, pour l'instant, la dépense remboursée est inférieure à celle de 2011. Dans le même temps, l'ONDAM a augmenté de 20 milliards. Donc, quels sont les critères que nous pouvons utiliser et qu'est-ce qui fait que je peux essayer de lutter contre cette critique en opacité des travaux du CEPS? Eh bien, comme pour chaque régulateur, en fait, les critères utilisés pour la fixation du prix sont tous fixés dans la loi. Enfin, voilà. Donc, il y a un article du Code qui fixe, c'est le 162.16.4, qui fixe les critères qui sont utilisés pour la fixation du prix des médicaments. Et ces critères, ils sont historiquement au nombre de 3. La valeur ajoutée du produit, les prix des produits comparables, les conditions prévisibles, et on a rajouté depuis quelques années un 4e critère, qui est l'analyse médico-économique des produits. Donc, que nous disent ces critères? Ces critères nous disent que le critère principal, c'est bien la valeur du produit. C'est-à-dire que le professeur Peigné faisait allusion tout à l'heure à la loi Solignac. La loi Solignac avait fixé les premiers critères de fixation du prix des médicaments et les avait fixés sur les coûts de production. Et donc, pendant plus de 30 ans, le prix des médicaments a été fixé selon les coûts de production, avec un taux de marge à la fin. On a arrêté de fixer le prix des médicaments en fonction des coûts de production. Et c'est intéressant parce que c'est un débat qui revient aujourd'hui. On a arrêté essentiellement pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a considéré que ce n'était pas une incitation à l'innovation et que ça a créé des effets de rente pour les industriels. Et le deuxième, c'est probablement parce que nous sommes passés d'une économie nationalisée où les industriels, les champions français, avaient l'habitude de parler au pouvoir public français, à des laboratoires mondiaux qui ne voient pas très bien l'intérêt de donner leurs coûts de production à des pouvoirs publics ou qui les ont segmentés de telle manière qu'ils ont beaucoup de mal à les reproduire et à les analyser aussi finement que ce qu'on leur demande. Donc nous sommes passés à un critère qui est le critère de la valeur. Donc nous sommes passés sur un critère qui est un critère relatif, vous l'avez expliqué tout à l'heure, et qui est donc un critère qui se veut scientifique, dans le sens où en fait le prix du médicament va être accordé à sa valeur thérapeutique,
à la gravité des cas, donc maintenant, comme vous le soulignez. Donc la question qui se pose effectivement, c'est de savoir comment évaluer la valeur de ce médicament et comment utiliser la valeur de ce médicament. La question a été calée par la loi, et donc depuis le 1er janvier 2005, c'est une mission de la Haute Autorité de Santé, donc une autorité administrative indépendante, donc collégiale, indépendante et scientifique, et donc qui fixe effectivement la valeur des produits à travers l'amélioration du service médical rendu. Donc il y a 5 valeurs différentes. Ça va d'ASMR 1, le produit le plus innovant, à l'ASMR 5, qui est pas d'amélioration de la valeur thérapeutique par rapport à ce qui existe. Pas d'amélioration de la valeur thérapeutique, ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien. Ça veut dire que ça n'est pas mieux que ce qui existe déjà sur le marché. C'est une appréciation de la valeur, ce n'est pas une appréciation de la pertinence du remboursement, qui est géré par un autre indicateur, qui est le service médical rendu. Donc, premier élément, la valeur. Deuxième élément qui est important, c'est le prix des médicaments comparables. Donc effectivement, on voit qu'on est dans un système qui est relatif, parce que la valeur thérapeutique du produit va être différente suivant les aires thérapeutiques dans lesquelles on va se trouver. La valeur thérapeutique d'un produit qui vient soigner une maladie orpheline dans laquelle il n'existe pas de stratégie avant sera jugée différemment de la valeur d'un produit qui sera, je reprends mon exemple tout à l'heure, un anti-anxiolytique qui est le 23e de sa classe. Et effectivement, un caractère relatif qui est la fixation du prix par rapport au prix des produits comparables. Et donc, effectivement, le risque que la Cour des comptes pointe dans ses rapports successifs d'un effet, pardonnez-moi, je n'ai pas d'autre expression qui me vient à l'esprit, d'échelle de perroquet. C'est-à-dire qu'une erreur dans la négociation du prix du produit précédent se traduise par le caractère inflationniste du prix suivant, le produit étant mieux évalué. Troisième critère, les conditions prévisibles d'utilisation. Alors, dans les conditions prévisibles d'utilisation, on peut rentrer deux choses. Il y a un premier critère qui peut être extrêmement important, qui est celui que nous appelons la population cible. C'est-à-dire quel est le nombre de patients potentiellement susceptibles d'être traités par ce produit. Pourquoi est-ce que c'est un critère important ? C'est un critère important parce que dans les maladies orphelines, on va se trouver confronté à des populations qui peuvent être extrêmement réduites. Les laboratoires ont tendance à avoir une autre utilisation de la qualification de maladie orpheline. Donc on peut se trouver dans une situation où on va avoir un produit où on aura 12 patients en France. Voilà. Et ces 12 patients, les pouvoirs publics et le laboratoire les connaissent quasiment tous par leur nom. Et en tout cas, on a des répertoires. Et donc effectivement, la pratique qui a existé au cours des 20 dernières années, ça a été d'accepter de payer très cher des produits orphelins parce que la population était extrêmement limitée et parce qu'en fait, dans les contrats que vous n'avez jamais vus, mais que nous négocions avec les laboratoires, nous nous servons de la population cible pour fixer une enveloppe maximale de dépenses. Et donc nous disons que puisque la HAS a dit qu'il y avait 12 patients, 150, 210, les pouvoirs publics acceptent de payer pour le nombre de patients définis par la HAS, mais que si l'on dépasse ce nombre de patients, on peut avoir une interrogation qui amène sur la deuxième signification de cette partie du code, qui est le bon usage du médicament. C'est-à-dire qu'un médicament est inscrit au remboursement avec des indications. Et donc, en fait, il doit être prescrit dans le respect des indications, nonobstant ce qu'on se disait tout à l'heure sur Avastin, qui est un cas de figure à part, mais il doit être prescrit dans les indications. Et donc, on a ça de particulier dans le système français, c'est qu'on va gérer des volumes et la qualité de la prestation par le prix, ou si ce n'est par le prix, par l'impact budgétaire. C'est-à-dire qu'effectivement, nos contrats, et la loi nous autorise, vont être gérés par un certain nombre de clauses de remise qui vont venir gérer les questions de population. Et donc, par exemple, vous avez des produits, donc, je vous ai donné des exemples à 12, vous pouvez avoir des produits qui sont destinés à 100 000, 200 000 personnes, et puis nous avons inscrit au remboursement à la fin de l'année 2019 les substituts nicotiniques. Nous sommes là dans plusieurs milliers de consommateurs, enfin de patients potentiels. Voilà. Dernier critère et le plus complexe à utiliser, c'est l'analyse médico-économique. Pourquoi le plus complexe à utiliser ? Parce que c'est le plus récent, c'est le dernier qui a été actionné, mis en vigueur, et que nous sommes dans une situation
qui fait de la France une exception en Europe ou dans le monde. Pourquoi une exception? D'abord parce que nous utilisons l'analyse médico-économique pour fixer le prix, alors que la plupart de nos voisins utilisent l'analyse économique pour décider de l'inscription au remboursement. Donc déjà un premier exercice qui nécessite une certaine agilité. Mais vous me direz, nous sommes maintenant dans une société agile, donc tout va bien. Deuxième difficulté, dans l'exemple qui est toujours cité et qui est toujours mis en avant, qui est celui de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, il existe des seuils. C'est-à-dire que l'application de l'analyse médico-économique se fait, alors je caricature, vous me pardonnez, mais pour la démonstration ça suffira, se fait mécaniquement. C'est-à-dire qu'on a des seuils, et si on est au-delà du seuil, on n'est pas inscrit au remboursement. Voilà. En France, nous faisons de l'analyse médico-économique, mais nous n'utilisons pas les seuils. Et non seulement nous n'utilisons pas les seuils, mais vous pouvez trouver dans un rapport récent du comité d'éthique de la lutte contre le cancer une défense de l'absence de seuil dans le système français au nom de l'accès aux produits et en s'appuyant sur le préambule de 46 sur l'accès aux soins. Voilà. Donc nous avons ces 4 critères-là, et ce sont ces 4 critères-là qui sont utilisés dans une négociation traditionnelle. Alors, je me mets parfois en porte-à-faux avec la jurisprudence constante du Conseil, dans ce sens que je considère que les travaux du comité doivent respecter les avis de la HAS et que le comité n'a pas une capacité d'autonomie qui lui permet de s'éloigner de l'évaluation faite par la HAS. C'est-à-dire que le comité, je considère, n'a pas la capacité, si la HAS a dit que le produit n'avait pas d'amélioration de service médical rendu, de dire non, la HAS s'est trompée, je vais lui accorder une amélioration de service médical rendu. Voilà. Dans ce sens-là, je comprends tout à fait que procéduralement, on considère que les avis de la HAS sont des travaux préparatoires, ce n'est pas un sujet, mais voilà, dans le fonctionnement quotidien du comité, nous considérons effectivement que les avis de la HAS doivent être suivis. Et par ailleurs, ce que j'expliquais à M. Peigné avant le colloque, nous sommes pris entre le marteau et l'enclume, puisqu'il y a la jurisprudence constante du Conseil rappelée dans l'arrêt du mois de décembre, et la Cour des comptes, qui est notre auditeur, voilà, et qui vient nous voir en nous disant « mais non, vous n'avez pas le droit de vous éloigner des avis de la HAS ». Et d'ailleurs, vous noterez que la seule disposition législative qui prévoyait cette situation où le comité s'éloigne des avis de la HAS, c'est-à-dire quand le comité s'éloigne des avis de la HAS, il doit en informer la HAS, a été supprimée et ne figure plus dans la loi. Donc j'en conclus que l'analyse que nous suivons est à peu près pertinente. Voilà. Donc, à partir de ces critères, nous allons rentrer dans une négociation. Non. Vous me direz, mais si vous considérez que les avis de la HAS sont à prendre comme ça, quelle est la marge de négociation du CEPS? La marge de négociation du CEPS reste large, puisqu'en fait, le critère principal qui va devenir la marge de négociation, c'est le prix des médicaments comparables. Et donc, un débat assez frontal va s'engager avec les laboratoires pour savoir quels sont les médicaments comparables. Et donc, quelle était la stratégie thérapeutique qui était utilisée avant l'arrivée du nouveau médicament? Donc, vous avez là le cadre général. Nous sommes maintenant effectivement soumis à 2 questions plus particulières. La première, il ne faut pas se le cacher, c'est la question de l'impact budgétaire des produits qui rentrent sur le marché. Donc, elle est traitée médiatiquement par le biais du prix excessif, mais nous, elle est traitée par la question de l'impact budgétaire. Comment modérer l'impact budgétaire d'un produit? Il y a plusieurs situations. La situation la plus simple étant évidemment de fixer un prix très bas. Ce n'est pas toujours facile dans une négociation avec les laboratoires, et ce n'est pas toujours facile dans des négociations qui sont désormais des négociations mondiales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se cacher. La capacité de négociation des présidents des filiales françaises est aujourd'hui réduite, et ils doivent insérer leur stratégie de négociation avec le CEPS dans le cadre d'une stratégie qui est définie par le siège social de la société et à laquelle ils doivent rendre compte et demander la possibilité de déroger à la stratégie si c'est nécessaire. La deuxième chose, c'est effectivement la construction d'un contrat complexe. Alors, vous utilisez performance. Performance, c'est devenu une expression fourre-tout qui couvre de très nombreuses situations. Donc, nous préférons parler de contrat financier. Voilà. Un contrat financier, c'est quoi? C'est un contrat dans lequel nous négocions des remises. Voilà. Et des remises, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous acceptons, et c'est autorisé par la loi, qu'il y ait une différence entre le prix public publié au journal officiel et le prix réellement payé par les autorités publiques. Cette différence, elle peut se trouver
à plusieurs moments du contrat. Elle peut se retrouver dès la première boîte, ce qu'on appelle pudiquement une remise à la première boîte. Donc, on dit que la première boîte coûte 20% moins cher que le prix public. Elle peut être calculée sur des volumes. C'est-à-dire qu'on calcule qu'une fois qu'on a soigné les 100 000 premiers patients, on a une négociation qui relève de la grande distribution. Hein. C'est-à-dire que, voilà, vous faites du volume, donc votre prix baisse en fonction des volumes. Donc vous pouvez avoir des clauses comme ça. Vous pouvez avoir des clauses qui sont assises sur la posologie. Pour vous donner un exemple extrêmement clair, quand les médicaments de l'hépatite C sont arrivés en 2014, le résumé des caractéristiques du produit disait que la cure de traitement était organisée sur 24 semaines. Nous prenons les données qui figurent dans le RCP du produit, puisqu'en fait ce sont des données publiques. Ce sont des données publiques et donc nous pouvons nous appuyer dessus. Le laboratoire nous a dit oui, mais en fait, c'est 24 semaines dans le RCP, mais on soigne en 12. Alors on a dit au laboratoire, très bien, 12 semaines, on ne paye pas au-delà. Je conclus sur un point qui me semble extrêmement important et qui n'a pas été évoqué par avant. Tout ça fonctionne avec un minimum degré de certitude sur l'efficacité du produit. Ce minimum degré de certitude sur l'efficacité du produit, il était garanti jusqu'à présent par l'Agence européenne du médicament, qui n'accordait les autorisations de mise sur le marché qu'après des essais de phase 3. Donc des essais avec des populations plus larges et des preuves plus solides scientifiquement. Aujourd'hui, nous constatons au niveau de l'Agence européenne et au niveau de l'Agence américaine que les autorisations de mise sur le marché sont délivrées de manière beaucoup plus précoce dans la vie du produit, et donc avec des essais de phase 2 plutôt que des essais de phase 3. L'aval du système n'est pas encore organisé pour gérer cette incertitude, puisque les critères de la HAS doit gérer l'incertitude dans son évaluation, et le CEPS doit gérer l'incertitude décrite par la HAS dans ses contrats, et ça ouvre le droit à ce que moi je considère comme les contrats de performance, c'est-à-dire en fait de payer en fonction de l'efficacité constatée du produit lorsqu'il a été dispensé. Merci beaucoup pour cette défense illustration du rôle du CEPS avec justement son articulation avec d'autres autorités, notamment la HAS. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole au président Le Prado, qui va nous parler, ça a d'ailleurs déjà été largement évoqué, qui va nous parler des aspects strictement contentieux de la problématique qui est aujourd'hui la nôtre. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Après le professeur, après le juge de l'Union européenne, le régulateur, la parole est donc à l'avocat. Et fort naturellement, il est demandé à l'avocat de parler de contentieux. Alors, les acteurs, les régulateurs, le président Lasserre nous l'a dit tout à l'heure, sont multiples dans notre domaine. Les règles applicables sont également multiples, droit communautaire, droit national, code de la santé, code de la sécurité sociale, notamment droit souple. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que ce contentieux soit lui aussi d'une grande diversité. Diversité déjà du point de vue des juges compétents. C'est bien sûr d'abord le juge administratif et le Conseil d'État qui intervient pour contrôler les actes des régulateurs que sont les ministres, économie, santé, sécurité sociale, le CEPS, dont le président vient de nous exposer le fonctionnement, voire la NSM. Mais c'est également le juge judiciaire qui peut être saisi, notamment la Cour d'appel de Paris, puis la Cour de cassation, du contentieux des décisions de l'autorité de la concurrence en cas de pratiques anticoncurrentielles affectant ce marché des produits de santé. C'est encore le Conseil constitutionnel, puisque les lois de financement de la sécurité sociale, avec l'ONDAM, constituent un instrument de régulation des produits de santé. Enfin, et bien évidemment, la Cour de justice de l'Union, comme nous l'a rappelé le juge Jean-Claude Bonichot, qui peut connaître soit d'une question préjudicielle, soit d'un recours en manquement, soit d'un recours contre une décision de la Commission. J'axerai quant à moi mon propos sur le contentieux des actes de régulation qui ont un effet direct sur le marché. Je n'évoquerai pas les actes pris par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police sanitaire des produits de santé, tels par exemple les autorisations de mise sur le marché, même si ces actes, bien évidemment, ont un effet indirect un effet économique indirect sur notre marché.
La régulation se distingue en effet de la police. Il s'agit, le président de la CER nous l'a dit tout à l'heure, de l'intervention de l'État pour organiser, pour orienter, pour contrôler un marché. Il s'agit de s'assurer du meilleur fonctionnement possible de ce marché, c'est-à-dire bien sûr de la loyauté de la concurrence, mais aussi, s'agissant de nos produits de santé, de l'accès de tous dans des conditions médicalement justifiées à ces produits et bien sûr également de la maîtrise des budgets. Cette régulation doit permettre, sous le contrôle du juge, la pérennité de notre système de santé. Je vais m'interroger avec vous sur les particularités de ce contentieux administratif et contentieux judiciaire, en soulignant dans un premier temps en quoi ces contentieux sont pluriels, sont diversifiés, mais en relevant dans un second temps leurs facteurs d'unité. Au-delà du pluralisme des juridictions compétentes, ce contentieux est marqué du sceau de la variété à l'intérieur de chacun de nos deux ordres de juridiction. Diversité au sein de contentieux administratifs d'abord. Il suffit de dresser la liste des décisions par lesquelles le Conseil d'État contrôle les actes de régulation des produits de santé. Son contrôle porte sur les décisions abaissant les prix de vente, sur des décisions refusant soit l'augmentation des prix, soit la modification des conditions de fixation des prix, sur des décisions inscrivant ou radiant un produit de la liste des produits et des prestations remboursables. Il s'agit là sans doute d'un contentieux le plus fréquent, puisque la question de savoir si un produit accède ou n'accède pas au remboursement par l'assurance maladie, en fonction du service rendu, est déterminant du point de vue économique, ainsi bien sûr également que du point de vue de l'accès des patients à ce produit. Sur des décisions également relatives au taux de remboursement des produits, lesquels font l'objet d'arrêtés du ministre de la Santé pris après avis du CEPS. Sur des décisions, même si le contentieux est plus rare, une décision nous a été citée du Conseil d'État relative aux pénalités financières qui peuvent être infligées par le CEPS au laboratoire en cas de dépassement d'objectifs de vente qui avaient été fixés conventionnellement. Variété encore, si on songe à une décision du Conseil d'État récente ayant rejeté par exemple un recours des audioprothésistes qui avaient contesté un arrêté ministériel autorisant les pharmaciens, les pharmacies, à distribuer des assistants d'écoute. Donc une très grande diversité du contentieux. Quant au contrôle du Conseil d'État, il porte bien sûr tant sur les irrégularités externes qui peuvent être dénoncées que sur les irrégularités internes. S'agissant de la légalité externe, des censures ont été prononcées, ça a été évoqué ce matin, notamment au début des années 2000, pour des problèmes de motivation des actes de régulation. Le juge national, pour se conformer aux droits de l'Union européenne, vérifie par exemple que la décision du ministre de la Santé d'inscription sur la liste des médicaments remboursables comporte un exposé de motifs fondés sur des critères objectifs, des critères vérifiables. C'est l'exigence de la directive du 21 décembre 1988 qui a été citée sur la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments. Il en va de même lorsque le CEPS refuse à un laboratoire l'augmentation du prix demandé. S'agissant maintenant des irrégularités internes, de la légalité interne, le juge administratif reste prudent dans son contrôle des actes de régulation, puisqu'il se limite en général au contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Il en va ainsi lorsqu'il contrôle la fixation d'un prix, il en va ainsi lorsqu'il contrôle la détermination du service rendu d'un médicament ou d'un dispositif médical. Je citerai pour illustrer mon propos un dossier récent, une affaire ayant donné lieu à une décision du Conseil du 6 avril dernier concernant des traitements intra-articulaires qui avaient été radiés de la liste des produits et prestations remboursables. Radiation contestée par les laboratoires. Ils se sont appuyés sur des études scientifiques, des études économiques pour démontrer que leurs produits rendaient un service suffisant. Études nombreuses, études très riches, pour ne pas dire touffues. Il s'est agi, comme toujours, d'un débat technique, très technique. Le Conseil d'État a examiné, comme l'avait fait avant lui, la Commission nationale d'évaluation, ces études pour juger des effets produits au regard des évolutions technologiques.
Mais il n'a exercé qu'un contrôle restreint, vérifiant simplement que l'autorité de régulation n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Contrôle restreint qui n'empêche bien sûr pas le juge administratif de s'assurer qu'il n'y a pas d'atteinte au principe d'égalité entre les laboratoires, qu'il n'y a pas d'atteinte aux règles de la concurrence. Si les censures fondées sur des erreurs manifestes d'appréciation sont très rares, il n'y en a aucune, nous a dit le professeur Jérôme Peigné, des annulations peuvent néanmoins bien évidemment intervenir sur le terrain de l'erreur de droit ou de l'erreur sur le champ d'application de la loi. Voilà pour le juge administratif. Mais il n'est pas le seul juge compétent pour traiter de ce contentieux de la régulation des produits de santé. Le juge judiciaire intervient aussi, et on assiste là encore à une grande diversité de contentieux. Quelques exemples. J'ai souvenir de contentieux devant la chambre criminelle de la Cour de cassation sur les questions du monopole des pharmaciens. Les grandes surfaces ont en effet été pénalement poursuivies pour avoir vendu des produits relevant de ce monopole. En général, la chambre criminelle a confirmé les condamnations pénales prononcées. La Cour de justice de l'Union, d'ailleurs elle-même admis que le monopole des pharmaciens était justifié par un objectif de protection de la santé et de la vie des personnes. Autre exemple de contentieux judiciaire, celui qui relève des tribunaux des affaires de sécurité sociale, lorsque sont en cause les modalités de prise en charge par l'assurance maladie d'un produit de santé, ce qui a bien évidemment des incidences sur la distribution de ce produit. Enfin, un contentieux judiciaire, cette fois plus directement en lien avec la régulation du marché, le contentieux des décisions rendues jusqu'en 2008 par le Conseil de la concurrence et aujourd'hui par l'autorité. Décisions qui peuvent être attaquées en premier et dernier ressort devant la Cour d'appel de Paris, puis devant la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Ces décisions qui concernent les pratiques anticoncurrentielles ont des effets bien sûr directs sur le fonctionnement du marché. Je citerai l'exemple d'une décision un peu ancienne, une décision du 22 avril 2009. Le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'une de nos régions avait réparti la clientèle des pharmacies de son ressort. Il avait en effet pris contact avec des EHPAD. Il les avait incités à s'adresser aux pharmacies les plus proches plutôt qu'aux pharmacies plus éloignées. Il soutenait qu'était en jeu la qualité de l'acte pharmaceutique. L'ordre, le Conseil de l'ordre, a été poursuivi par l'autorité et il a fait valoir pour sa défense qu'il avait agi en réalité dans le cadre de sa mission de service public, en usant de ses prérogatives de puissance publique. Il a néanmoins été condamné à une amende. L'autorité a estimé qu'il convenait de faire une distinction entre, d'un côté, les comportements qui, parce qu'ils invitent les professionnels ou les tiers à adopter telle ou telle attitude sur le marché, constituent une intervention dans une activité de service. De l'autre côté, les comportements qui ne sont pas détachables de l'exercice du pouvoir de contrôle et du pouvoir disciplinaire de l'ordre. Les premiers relèvent bien de l'autorité de la concurrence, juridiction judiciaire, donc par la suite, tandis que les seconds relèvent des juridictions administratives. Cette grille avait d'ailleurs déjà été retenue par le passé pour d'autres produits, des prothèses dentaires ou des médicaments portés à domicile. Cette grille a été admise par la Cour d'appel de Paris, puis par la Cour de cassation, à la suite d'un recours formé contre les arrêts de la Cour d'appel de Paris. Au-delà de cette diversité, de ce pluralisme de contentieux de la régulation des produits de santé, il est fort heureusement possible de dégager des facteurs d'unité. C'est ce dont je souhaiterais vous parler dans un second temps. Unité d'une part, même si ceci est plus anecdotique, en ce qui concerne les requérants qui saisissent les juges. Mais unité surtout en ce qui concerne la souplesse et la flexibilité des outils mis en œuvre par les régulateurs et consacrés par la jurisprudence. Unité en ce qui concerne les requérants, la régulation des produits de santé a plus ou moins directement une incidence sur le patient, c'est-à-dire, d'un point de vue économique, sur le consommateur. On pourrait donc s'attendre à ce que de nombreux patients contestent les actes de régulation,
des produits de santé. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Les requérants sont systématiquement ou quasi systématiquement des laboratoires ou des pharmaciens, s'estimant lésés par la régulation des produits ou par les pratiques d'un de leurs concurrents. Et ceci, malgré les appels de la doctrine la plus éminente, depuis une quinzaine d'années, notamment du professeur Jérôme Peigné, que je me permettrai de citer, on ne rencontre pas beaucoup d'autres requérants ayant pourtant un intérêt évident à agir, comme les caisses d'assurance maladie, les mutuelles, les associations de consommateurs ou les assurés sociaux. Associations de consommateurs dont l'intérêt à agir contre les actes de régulation a pourtant été admis par une décision de section du Conseil d'État de 1991. Ces contentieux, où on va trouver ces patients ou ces associations de patients, ne concernent pas la régulation économique, mais plutôt la police sanitaire. Je pense à des décisions récentes du Conseil d'État sur la question, par exemple, des effets indésirables du lévothyrox ou sur le baclofène. Au-delà de ce premier facteur d'unité, plutôt anecdotique, je souhaiterais insister sur l'unité dans les solutions retenues, tant par le juge administratif que par le juge judiciaire, lorsqu'il procède au contrôle des actes de régulation des produits de santé. L'on perçoit en effet, de mon point de vue, la même volonté du juge de conforter la flexibilité, la souplesse, l'adaptabilité du système de régulation qui nous a été exposé ce matin. Ceci permet, me semble-t-il, d'assurer à moyen terme la pérennité de notre système de santé. Comme on l'a vu, comme cela nous a été dit à l'instant, le CEPS conclut avec les entreprises des conventions. Convention cadre, convention avec les laboratoires. Au terme de l'article L. 165.3 du Code de la sécurité sociale, il fixe par convention ou à défaut par décision, nous dit ce texte, les prix des produits, les prix des prestations. Il s'agit là, bien sûr, d'un facteur de flexibilité. Le juge administratif, quant à lui, que la fixation des prix résulte d'une convention ou qu'elle résulte d'un acte unilatéral, considère, cela nous a été également dit, qu'il s'agit d'un acte réglementaire. Cette qualification lui permet, au juge administratif, d'appliquer sa jurisprudence issue de la Real Italia, selon laquelle l'autorité saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal peut y déférer. Le juge utilise d'ailleurs, bien qu'il s'agisse de convention, l'expression de refus d'abroger et non pas de refus de résilier, auquel on aurait pu s'attendre. Jurisprudence qui s'applique aussi aux conventions conclues entre les caisses d'assurance maladie et les professionnels de la santé qui font l'objet d'un acte réglementaire d'approbation du ministre. Cette qualification, elle aussi, constitue un facteur de flexibilité. Il n'y a d'ailleurs pas que le CEPS, en sa qualité de régulateur des produits de santé, qui est susceptible de recevoir des engagements de la part des acteurs, de la part des laboratoires. Lorsqu'il s'est intéressé au début des années 2020 à l'activité de distribution des produits de santé, le Conseil de la concurrence, devenu autorité, a constaté la mise en place sur le marché des grossistes répartiteurs d'un système de contingentement de médicaments par une dizaine de laboratoires pour favoriser le marché de la vente directe. Plutôt que leur infliger une pénalité financière, l'autorité a eu recours à la procédure des engagements afin que les laboratoires adaptent leurs pratiques pour éviter une atteinte substantielle à la concurrence. Cette procédure est prévue par le Code de commerce, par l'article L. 464-2 du Code de commerce. Ces engagements négociés entre l'autorité et les laboratoires peuvent être approchés des conventions conclues avec le CEPS. Tout comme ces conventions, les engagements pris à l'égard de l'autorité permettent une souplesse, permettent une réactivité, favorisant la fluidité du marché de la distribution des produits de santé. Et ces engagements, annexés aux décisions de l'autorité, sont aussi assimilés à des actes réglementaires, ce qui paraît normal dès lors qu'ils peuvent affecter l'organisation, le fonctionnement du marché, et que des tiers, en particulier, peuvent être affectés, les patients. J'ajouterai que la Chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a eu à se prononcer sur des pourvois
formée contre les arrêts de la Cour d'appel de Paris n'a jamais remis en cause cette façon de procéder, ces décisions de l'autorité de la concurrence. Ceci manifeste le souci des juridictions, quelles qu'elles soient, de permettre à notre système de régulation des produits de santé de fonctionner de façon flexible, de façon adaptable. Cette nécessaire marge de manœuvre est sans doute aussi une des raisons pour lesquelles le Conseil d'État, lorsqu'il exerce son contrôle sur les services rendus ou sur les prix des produits, se limite à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. De même, le fait que le Conseil d'État, ça a été évoqué ce matin, considère que les avis rendus par les commissions de transparence de la Haute Autorité ne sont pas susceptibles de recours immédiat, constitue également, de mon point de vue, à laisser aux autorités de régulation une marge de liberté plus large. Il est temps de conclure. La ministre va arriver sans doute. Bien. Il est temps de conclure en toute hypothèse. Le marché des produits de santé est un marché particulier. C'est un marché très réglementé, puisque d'un bout à l'autre du circuit, recherche, production, distribution, tout doit donner lieu à autorisation. C'est un marché où intervient une pluralité de régulateurs. C'est un marché où sont appliquées une pluralité de normes. Mais c'est également un marché mondialisé, c'est un marché évolutif, c'est un marché, le président Lasserre nous l'a rappelé ce matin, où l'exigence d'innovation doit toujours être présente à l'esprit. Un marché où il est nécessaire que les régulateurs disposent de souplesse, de flexibilité dans la mise en œuvre des outils dont ils disposent. Les juges, quant à eux, respectent cette flexibilité des instruments de régulation et cette marge de liberté des régulateurs. Ils n'exercent leur censure que si les objectifs fixés par le législateur ne sont pas respectés, tant en matière d'accès à des soins de qualité pour le patient qu'en matière de respect des exigences budgétaires. Même si l'avocat que je suis peut parfois trouver leur contrôle trop timide, je pense que les juges contribuent ainsi à assurer la pérennité de notre système de santé. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. L'interface entre les autorités de régulation et puis le juge est toujours un sujet vaste et complexe et passionnant. Et quand ça s'applique à la question du médicament, ça l'est encore plus. Alors, la ministre n'est toujours pas arrivée, donc on a un peu de temps pour des questions. Je pense que beaucoup de choses ont été dites. Tous les acteurs, finalement, d'une certaine façon, sont intervenus pour montrer justement les conditions dans lesquelles se pose cette question de la régulation économique des produits de santé. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Est-ce qu'il y a été... Oui, madame, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Oui. Vous pouvez mettre le micro. Oui. Bonjour, Pascal Pouplin, avocat, spécialiste dans le domaine du droit de la santé. Je vous ai beaucoup écouté sur les aspects régulation, nécessité et recherche d'équilibre. Qu'en est-il, j'allais dire, du principe de lisibilité juridique? J'en veux pour exemple, parce que ça a été un des débats, je participais hier aux Journées droit de la santé sur l'article 65 donc de la LFSS 2019 sur le nouveau régime de l'ATU, où quand on essaie de faire des schémas économiques pour expliquer à un industriel comment il va falloir faire pour combiner l'ancien régime ou des successions d'indications, bon, c'est vrai que les décrets ne sont pas sortis, mais même quand les décrets sortent, on est parfois un peu démunis, je voulais dire, sur les aspects calcul économique pour bien faire comprendre les objectifs. Oui, alors si c'est pour dire que l'article 65 est illisible, je vous le confirme. Il faut une sacrée compétence aujourd'hui pour lire les différentes lois de financement de la sécurité sociale, c'est vrai, c'est un critère qui avait été rappelé par le Parlement lui-même. Alors c'est assez étonnant que ce soit un rapport sénatorial qui dise que les lois sont illisibles, mais ça a été écrit dans le rapport sénatorial sur l'accès précoce qui a été rendu en juin dernier. Alors, le dispositif, vous avez raison, mais le président Combrexel nous avait dit que ça ne se prête pas à faire un PowerPoint dans la grande salle.
on ne peut qu'exemplifier, mettre des schémas pour comprendre ce que cet article a voulu faire. Il souhaite étendre l'accès au dispositif des ATU, si vous voulez, des extensions d'indications qui n'ont pas été couvertes déjà par l'ATU, premièrement, et permettent aussi d'accéder au poste ATU. Alors, le poste ATU, il y a l'AMM, mais il n'y a pas encore le prix. Permettent d'accéder à des indications en poste ATU qui n'auraient jamais fait l'objet d'ATU. Alors, tout ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaie de prendre en charge en continu des indications dans le traitement notamment du cancer. Et toute l'idée du législateur, c'est d'assurer la continuité de la prise en charge. Parce que comme je vous l'ai expliqué, on est passé finalement d'un système où il y avait la ville et l'hôpital, mais maintenant ça commence à l'hôpital et ça se termine en ville et les patients sont soignés et continuent parce que le médicament sort de l'hôpital en rétrocession et on va le prendre en charge. Après, les histoires de négociations tarifaires, c'est le travail de Maurice-Pierre Planel et des laboratoires, si bien qu'on ne sait absolument pas quelle est la part de remise. Mais on rembourse de moins en moins des produits, on prend en charge de plus en plus des indications. Et parce que la nature des produits, ces nouveaux médicaments, ce qu'on appelle les anti-PD1, tous ces anticorps monoclonaux, qui vont avoir finalement beaucoup d'indications nouvelles, un cancer de type A, un cancer de type 2. Et je m'arrête là parce que je laisse la parole à la ministre qui va arriver. Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Je ne sais pas si j'ai bien conclu à votre réponse.